Vous êtes sur Osana TV Monde et vous avez raison. Bienvenue à la une. Ce soir, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, plus précisément des impôts. Séminaire bilan des 3 premiers mois de l'année 2023. Bénin, Paul Kagame à Cotonou pour une visite d'intérêt. Et puis en Tunisie, arrestation de Rached Nyamouchi, chef du parti d'opposition Ennahda. Et on finit sur le Ghana, fin de la première étape africaine de Kamala Harris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Osana TV Monde. Grande est ma joie d'être toujours en votre compagnie. Aujourd'hui, à la une ce soir, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, plus précisément des impôts. Séminaire bilan des 3 premiers mois de l'année 2023. La mobilisation des ressources financières émanant des impôts divers au thème des 3 premiers mois de l'année 2023 jugée satisfaisante. Le premier responsable de l'administration fiscale, Ouattara Seydou, au séminaire bilan du 14 avril au Radisson Blues à Port-Bouët, a félicité et a encouragé les directeurs généraux, conseillers, inspecteurs, directeurs et chefs de service pour les résultats obtenus. Ce que nous pouvons noter, c'est que au cours des 3 premiers mois de l'année 2023, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts s'établissent à 810,9 milliards contre un objectif fixé à 796,9 milliards, ce qui dégage une modeste plus-value de 14 milliards. Par rapport à l'objectif qui nous attend au plan annuel, mais au moins qui nous situe à un taux de recouvrement d'environ 102%. Ces recettes rapportées à celles de la même période de l'année dernière, c'est-à-dire le premier trimestre 2022, les recettes sont en progression de 86,5 milliards, soit un taux de progression de 11,9%. Donc ces résultats satisfaisants ont été obtenus en dépit des difficultés rencontrées au plan interne, notamment les interruptions intempestives du système d'électricité, de l'alimentation en électricité, qui impactent l'activité des services, l'instabilité chronique, je dis bien chronique, du réseau informatique, le retard constaté dans la mise en œuvre de certaines dispositions contenues dans les années fiscales antérieures, notamment l'opérationnalisation du dispositif de contrôle des flux de télécommunications auxquels sont adossés d'importants enjeux en matière de recettes fiscales. Je reste persuadé que l'objectif de 1146 milliards,6 est à notre portée. Et je sais qu'au sortir de ce séminaire, nous nous donnerons les moyens pour réaliser cet objectif. Le représentant du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Adama Sall, a encouragé les acteurs de l'administration fiscale à maintenir le cap pour que les recettes fiscales du deuxième trimestre fixées à 1114,6 milliards de francs CFA soient également dépassées. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à œuvrer à leur réalisation effective qui sera possible grâce à la mobilisation permanente de l'ensemble du personnel et aussi en accordant une grande place à la digitalisation des procédures et des tâches. Il doit donc, pour ce faire, mener sans réserve toutes les actions nécessaires dans le strict respect des règles et procédures en vigueur afin d'offrir aux contribuables un service public fiscal sans reproche. Je voudrais les encourager à poursuivre dans cette voie et surtout dans un climat social apaisé, propice au travail. Aussi, le ministre attache du prix à la promotion de l'excellence et à la lutte sans relâche contre les actes de malgouvernance. Tel est en substance le message que je voudrais vous communiquer et je voudrais vous réaffirmer notre soutien pour engager et poursuivre les actions en vue de la mobilisation optimale des recettes fiscales et de la modernisation de la direction générale des impôts.
Les travaux de ce séminaire bilan du premier trimestre de 2023 et perspective deuxième trimestre a donné lieu à l'évaluation des performances au niveau des services pour identifier les points de progrès et corriger les points de faiblesse tout en apportant des corrections. La Direction générale des impôts se donne ainsi les moyens de réussir la mobilisation des 3 696 milliards de francs CFA assignés par les autorités ivoirienne. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlons aujourd'hui des jeunes qui accèdent au téléphone de dernière génération. Le téléphone jadis simple outil de communication est aujourd'hui utilisé pour plusieurs fonctions et on en trouve avec les fonctions les plus variées. En Côte d'Ivoire, certains jeunes accordent un intérêt important à cet outil et seraient prêts à tout pour posséder un smartphone haut de gamme et montrer ainsi qu'ils sont à la mode. Plus de détails dans ce reportage. Smartphones, mobiles multifonctions ou encore ordiphones sont devenus des accessoires indispensables. À Abidjan, ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, ce sont 62% de jeunes de plus de 18 ans qui sont équipés d'un smartphone selon la société de marketing et communication Opinionway. Selon la perception de la société, cette tendance à rechercher la possession de téléphones dernier cri conduit certains jeunes à des actes répréhensibles. Nous avons des jeunes filles qui livrent leur corps. Nous voyons des jeunes filles afficher des smartphones de dernière génération pour des femmes, pour des jeunes filles qui vivent dans des maisons, on va dire, entrées couchées. Les jeunes gens s'adonnent au vol. Les jeunes filles gèrent les busy, les hommes aussi gèrent les busy. Les jeunes hommes gèrent des busy aussi pour obtenir des smartphones. Mais en même temps, il ne faut pas juger tout le monde. Il ne faut pas juger toutes les personnes qui ont des smartphones. Moi, par exemple, j'ai un smartphone, mais je l'ai eu grâce à mon travail. Pour mieux comprendre ce phénomène chez des jeunes Ivoiriens, Kei Donald, sociologue, estime qu'il y a un effet de mode et de suivisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les représentations collectives, les smartphones de nouvelle génération sont largement entrés dans la sphère des biens qu'il faut absolument détenir pour être à la mode. Les prix élevés de ces nouveaux outils dessinent le prototype de l'individu bourgeois. Dans ce cadre, une contestation de cet ordre social sera mise en œuvre par ces jeunes désœuvrés. Et donc, dans l'autre sens, les conséquences sont multiples. La première conséquence, on a une surconnectivité du point de vue de l'addiction des jeunes. On a aussi l'amplification du phénomène des busy, les nouvelles formes de prostitution élaborées sur Internet. Nous suggérons que les parents puissent s'informer suffisamment sur l'impact de ces outils sur les enfants. Les technologies de communication évoluent et le smartphone assure diverses fonctions, tel un véritable ordinateur de poche avec lequel vous pouvez emporter avec vous des documents, des images, des vidéos et bien d'autres. Et voilà, nous sommes au Bénin. Paul Kagame à Cotonou pour une visite d'intérêt. Le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite d'État au Bénin du 15 au 16 avril dernier. Au cours de son séjour, Paul Kagame a eu une séance de travail avec Patrice Talon. C'est dans une ambiance conviviale que le chef d'État béninois a reçu son homologue rwandais. Des précisions dans ce reportage. Une joie totalement partagée. Cette chaleureuse accolade entre les deux chefs d'État l'illustre si bien. Patrice Talon et Paul Kagame, sur ces images, sont heureux de se retrouver à Cotonou. Cet enthousiasme caractérise non seulement les relations personnelles qu'entretiennent les deux stratèges, mais aussi les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples. L'intérêt de la visite et l'importance des sujets au cœur des échanges se démontrent encore mieux par la durée du tête-à-tête. Ça montre bien qu'il y a de la matière. Et c'est cela qui nous motive désormais. Et on s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique.
nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Ce que nous entreprenons de faire avec le Bénin, c'est d'améliorer les relations et on va suivre le processus de manière progressive. Et nous allons effectivement assurer une coopération dans différents types de secteurs, comme nous l'avons déjà bien décrit. Et c'est très important et très utile à la fois. Nous avons la chance d'avoir quelques représentants de notre pays qui échangent avec certains, avec le gouvernement. Et nous attendons, en tout cas nous sommes prêts en tout cas à travailler main dans la main avec le Bénin, avec nos frères et nos sœurs, et même étendre les compétences, améliorer les compétences de part et d'autre. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, bien sûr, nous allons aller étape par étape. Il y aura des échanges, il y aura des allers-retours entre nos deux pays dans différents types de secteurs. Donc je ne vois aucun problème à cela. En attendant la date à convenir, Patrice Talon est déjà invité par son homologue à se rendre une nouvelle fois au Rwanda. Mais avant la fin de l'année 2023, il se tiendra à Cotonou, comme le souhaitent les deux chefs d'État, la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-rwandaise. Et voilà, nous partons du côté du Sénégal. Bien sûr, nous parlons aujourd'hui le Sénégal vers un procès Sonko explosif. Sénégal, Ousmane Sonko pourra-t-il être candidat à la présidentielle? Son sort se jouera lors du procès en appel pour diffamation envers le ministre du Tourisme. Plus de détails dans ce reportage. La vitesse avec laquelle le parquet général a fixé la date de l'audience en appel a été vivement critiquée dans le camp d'Ousmane Sonko. Après sa condamnation le 30 mars dernier, l'opposant disposait en principe d'un mois pour déposer un éventuel recours. L'audience devrait donc se tenir avant même l'expiration de ce délai, ce qui constitue, selon les avocats de l'opposant, une violation des droits de leurs clients. Un sentiment partagé par les soutiens d'Ousmane Sonko. Dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi, Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du PASTEF, a de son côté dénoncé, je cite, la précipitation des magistrats, accusant certains d'entre eux de complicité avec le pouvoir pour, dit-il, écarter Ousmane Sonko de la course à la prochaine présidentielle. Ces propos lui ont valu d'être interpellé et placé en garde à vue vendredi soir pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué. Le procès en appel d'Ousmane Sonko fait donc craindre une remontée des tensions dans le pays après des mois de crispation politique. Évoquant, je cite, des raisons de sécurité, le gouverneur de la région de Dakar a une nouvelle fois interdit la vente de carburant en détail, ainsi que la circulation des motos. Des responsables religieux ont de leur côté appelé au calme et invité les politiques à œuvrer pour la paix au Sénégal. Et voilà, nous sommes au Mali où nous parlons aujourd'hui de la hausse du prix des bêtes avant l'Aïd el-Fitr. Au Mali, la hausse des prix des bêtes sur les marchés de Bamako complique les préparatifs de l'Aïd el-Fitr. La population en parle dans ce reportage. Le marché est très cher. Depuis 14 heures, on est là pour l'achat d'un bœuf. On a cherché même les veaux. Actuellement, c'est de 200 000 jusqu'à 350 150 000. Donc bon, actuellement, la somme que nous avons 300 000. Mais nous sommes au nombre de 15 personnes. Donc il faut au moins savoir un bœuf maintenant qui peut satisfaire tout le monde. Mais en réalité, on ne peut pas avoir ça. Misi ninnu ka gɛlɛ ka mini bin kɔnɔ bon o gɛlɛya bin kɔnɔ o y'a damana gɛlɛya ye ni e y'o san n'o kɛra e ta ye o dépense y'a damana gɛlɛya ye donc misi fana tɛ se ka taa sen na bilen fo i ka taa
fo i k'u bila chargement la a jigini ye wari ye a yɛlɛni ye wari ye ni e nana bu bin ji a bɛɛ bɛ san i y'a faamu e yɛrɛ ka dumuni o bɛɛ b'a la. Le problème de viande à la maison, s'il n'y a pas de viande, vraiment c'est pas facile. Il faut satisfaire le problème de la viande et comment les habits, tu vois, et des fêtes des enfants et autres. Même le jour de la fête, il faut essayer de faire quelque chose au moins. Mais tout ça là quand même, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ça c'est la viande. Parce qu'il faut que la famille mange d'abord. Dans le reste là quand même, Dieu, on va prier Dieu pour ça. Nous sommes en Tunisie où nous parlons ce soir de l'arrestation de Rached Ghannouchi, chef du parti d'opposition de Ennahda. Le chef du mouvement tunisien islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saied, a été arrêté lundi dernier, a indiqué son parti. Il avait affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique y était éliminé. Plus de détails dans ce reportage. Pour le moment, on sait qu'il y a eu un raid de la brigade antiterroriste après la rupture du jeûne dans le domicile du leader du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, qu'il y a eu également une perquisition à son domicile et qu'il aurait été emmené vers une destination inconnue selon le parti Ennahda. Les médias tunisiens parlent de la caserne de l'Arwina où habituellement se font certains interrogatoires de la brigade antiterroriste. Selon les premières informations que nous avons du côté des autorités qui pour l'instant communiquent très peu sur les raisons de cette arrestation. L'arrestation aurait été ordonnée par le ministère public en charge du pôle antiterroriste pour des déclarations incitatives menaçant la sécurité nationale, mais aucune autre précision n'a été donnée. Alors il faut préciser que depuis la prise de pouvoir du président Kais Saied, le président du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été convoqué à plusieurs reprises par la justice tunisienne dans le cadre de différentes affaires. Le parti Ennahda qui s'est opposé depuis le coup de force de Kais Saied au président de la République. La dernière convocation datait du 21 février et à chaque fois, le président du parti était interrogé assez longuement par la police, puis relâché. C'est donc la première fois qu'il est arrêté de cette façon-là à son domicile. Cette arrestation se déroule dans un contexte politique très tendu, puisque depuis la mi-février, près d'une vingtaine d'opposants politiques réunissant à la fois des membres du parti Ennahda, mais aussi des activistes et des hommes d'affaires ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Nous avons jusqu'à maintenant très peu d'informations de la part de la justice. Il n'y a pas non plus de date de procès fixée et nous avons très peu d'informations également de ces détenus, mis à part par leurs avocats. Et oui, ce soir, Ghana nous parle de la fin de la première étape africaine de Kamala Harris. Kamala Harris poursuit sa tournée sur le continent africain depuis dimanche dernier. La vice-présidente afro-américaine est en visite au Ghana, une visite symbolique dans le pays qui célébrait ce mois-ci son indépendance acquise le 6 mars 1957. Plus de détails dans ce reportage. Liberté et justice. C'est devant ce monument commémorant l'indépendance du Ghana du colonialisme qu'une foule de jeunes entrepreneurs ghanéens est venue écouter la vice-présidente américaine. Un appel à plus d'innovation et d'esprit d'entreprise en Afrique. L'autonomisation des femmes. L'inclusion numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Toutes ces questions sont au cœur de ma visite sur le continent et de mon action future. Et toutes ont le potentiel de créer encore plus d'innovation. Une innovation qui débloquera de nouveaux emplois, de nouvelles industries et une croissance exponentielle. Insécurité, changement climatique, crise économique. La veille, Kamala Harris s'est entretenue avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Je suis heureux d'annoncer que notre réunion a permis de renforcer notre coopération inébranlable.
et que le Ghana continuera à collaborer avec les États-Unis d'Amérique à tous les niveaux. Pour renforcer les liens avec ce continent largement ignoré par l'administration Trump et courtisé par les Russes et les Chinois, la vice-présidente a également annoncé une aide financière. 100 millions de dollars ont été promis par les États-Unis pour soutenir le Ghana et ses voisins béninois, guinéens, ivoiriens et togolais dans la lutte contre le djihadisme. Prochaine étape de cette tournée africaine, ce mercredi, en Tanzanie. Et voilà, nous finissons ce journal sur la Russie en disant que la Russie continue sa guerre de l'information contre l'OTAN. L'OTAN est depuis plusieurs années l'une des cibles principales de la désinformation russe sur les réseaux sociaux. Les documents à charge contre l'Alliance Nord-Atlantique se multiplient. Le but de démontrer que l'OTAN est le véritable agresseur et que Moscou ne fait que se défendre. Plus de détails dans ce reportage. Il s'agit effectivement même de deux avions. L'un, le premier, est un avion de chasse russe. Le second, on va le voir en plus gros, un avion P-8 Poséidon, plus précisément, de la marine américaine. On va voir dans un instant, voilà, l'avion de chasse de la Russie. Alors cette vidéo, elle a été publiée le 10 avril dernier. Elle a été visionnée plus de 600 000 fois sur les réseaux sociaux. Elle a été publiée avec cette légende. Donc il s'agit, comme je vous le disais, d'un avion de chasse russe qui a intercepté plus tôt aujourd'hui un P-8 Poséidon de la marine américaine au-dessus de la mer Noire et lui a ordonné de quitter la zone. Alors, cette vidéo est-elle véridique? Eh bien, oui. Et ça, on peut s'en rendre compte en faisant une recherche avec l'outil InVid Verify sur Internet. Et quand on fait ça, on tombe sur cette vidéo de YouTube, cette vidéo publiée par le ministère de la Défense russe. Sauf que, vous vous en doutez, Raphaël, cette vidéo, eh bien, il y a un hic, puisque il y a cette légende qui indique tout simplement que la vidéo a été postée le 7 juillet 2021, donc bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Et puis également, il y a ce site internet américain qui nous apprend qu'il s'agit en fait d'exercices annuels de l'OTAN et que la Russie a à ce moment-là estimé que ça menaçait son intégrité territoriale, alors que le survol même de la mer Noire est autorisée par le droit international. On peut voir effectivement une photo d'une explosion. Donc on n'a pas forcément d'indication d'où elle se passe, si ce n'est cette légende sur la photo qui nous indique qu'il s'agit d'un bombardement russe sur un bunker souterrain secret construit à 120 mètres de profondeur, un bunker qui appartiendrait à l'OTAN et qui se trouverait à Lviv, selon cet internaute, qui nous indique également qu'il y a 40 morts parmi les membres de l'OTAN. Alors cette photo, elle soulève plusieurs questions et elle interroge notamment sur la raison pour laquelle l'OTAN aurait construit une base à Lviv qui se trouve ici, donc à l'extrême ouest de Kiev et donc de l'Ukraine de manière générale, et seulement à 70 km de la Pologne qui se trouve juste ici, où l'OTAN a déjà une base militaire, et surtout pourquoi l'OTAN n'aurait pas réagi après l'annonce de 40 morts parmi les membres de l'Alliance. Effectivement, ça apparaît un peu étrange. Et puis, on peut s'en rendre compte également en faisant une recherche d'images inversées sur les réseaux sociaux. On se rend compte que lorsque l'on fait ça, on tombe sur une photo qui est datée du 6 mars 2021. Ici, il s'agit bien de missiles russes. Et bien, cette fois, cela se trouve à Alep, en Syrie, et donc pas du tout en Ukraine. Fausses informations contre l'OTAN ont débuté bien avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, comme on peut le voir avec cet article de France 24, publié le 8 janvier 2022, où on voit que la Russie se sent menacée par l'OTAN, qui est suspectée de vouloir envahir la Russie selon Moscou. Et le but est bien sûr de montrer que l'Ukraine et l'OTAN sont les vrais agresseurs et que la Russie, elle, ne
fait que se défendre. En mars 2022, la Russie a ainsi diffusé des fausses informations selon laquelle les États-Unis auraient financé des laboratoires secrets en Ukraine pour créer une arme chimique, tout simplement, des allégations qui ont été démenties par les médias internationaux, comme ici en Allemagne avec la Deutsche Welle. Et puis 2 mois plus tard, en mai 2022, il y a aussi des vidéos de tanks qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui sous-entend que la Pologne et la Finlande étaient sur le point de rentrer en guerre contre la Russie. Des vidéos qui ont également été démontées et démenties par les médias internationaux. Donc voilà, on se rend bien compte que la guerre de Poutine contre l'OTAN ne date pas d'hier et surtout qu'elle n'a pas de limite, Raphaël. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de choisir Hosanna TV Monde pour vos news. Et oui, ce journal, bien sûr, a été réalisé par Noé Yapi. Merci et bonsoir chez vous.